francophone de deuxième langue, donc pardonne-moi si je parle un peu bizarrement parfois. Je suis là pour parler de l'importance d'écrire le Beria et ses enjeux, selon l'invitation qu'on m'a donnée. Et j'ai fait une brève présentation, mais bon, on peut continuer avec des questions après. Et je vais me lancer dedans. Je vais partager mon écran. Attends. OK. Il faut d'abord pas vraiment très fort en Zoom là. Ah, share screen. Voilà. OK. OK. Vous pouvez voir l'importance d'écrire un brillant. Voilà. OK. Excellent. Euh, et j'ai mon note ici. Voilà. OK. Bon. Tout d'abord, bon, ça c'est Beria, bien sûr, votre langue dans les RFA. Est-ce que vous m'entendez bien? Mamat, vous pouvez... Oui, on vous attend bien, on vous reçoit. excellent. Excellent, OK. Merci. Bon, tout d'abord, des présentations parce que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Andrew Wolf. J'ai fait ma licence à Harvard University en 1999 à 2001. Bon, en fait, j'ai commencé en 1996, mais à partir de 1999, j'étais au Tchad pendant un an. J'ai écrit une thèse de licence sur la langue Beria. J'ai fait un an d'études sur le champ et puis je suis revenu à Harvard pour compléter mes études en 2001. Euh, une décennie après ça, j'ai complété mon master en linguistique de Trinity Western University au Canada. Et je suis revenu au Tchad en 2013 avec ma famille. J'étais là jusqu'à 2018. Actuellement, j'habite à San Francisco avec mes 4 enfants et j'ai déjà dit, veuillez pardonner mon français. Bon, avec les présentations, en principe, je voudrais que vous me présentiez aussi, mais bon, on n'a pas cette opportunité, donc je vous encourage à me suivre sur Facebook et bientôt sur TikTok aussi. Je n'ai rien produit jusqu'à là, mais j'ai déjà écrit quand même des vidéos. Il me reste juste à les enregistrer. Donc, je vous invite à me suivre là-bas à Beria Cabral. J'ai oublié Nargoria, Norkoria, Awatatenoda, Abradai. Pardonnez-moi. Hein? Ogno Eudaya. OK, pardonnez-moi. J'allais vous saluer dans votre langue. Mina Tanguay. Donc, je parle juste Nakonokoi. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Voilà. J'ai fait beaucoup d'analyses sur votre langue, mais le fait de comprendre quand c'est vite parlé, là, c'est un peu difficile, mais en tout cas. Voilà. Euh, on parle de l'importance d'écrire en langue beria et ses enjeux. Donc, d'abord, l'importance et deuxièmement, les enjeux. L'importance, là, il faut comprendre que le beria, comme beaucoup de langues, c'est une langue menacée de disparition. Euh, bon, et je voudrais encadrer cela parce que c'est pas tout à fait évident au début. Parce que, bon, parmi les 7000 langues du monde, il y a beaucoup de langues qui ont moins de 10 000 locuteurs. Il y a quelques-uns qui ont juste un ou deux locuteurs. Le Beria n'est pas parmi eux. Le Beria a pas mal de locuteurs, plus de
100 000 sur, bien sûr, peut-être bien plus que cela. Mais donc, on pourrait dire que ce n'est pas menacé. Et en fait, et je sais que vous êtes des hommes braves et vous ne voulez pas croire que vous êtes menacés du tout. Je comprends cela. Et vous avez le pouvoir politique et tout ça. Donc, de cette perspective, votre langue n'est pas menacée. Mais il y a d'autres possibilités, bon, je voudrais vous encourager à contempler et les pressions et les possibilités devant vous. Les pressions, c'est-à-dire le globalisme. Le globalisme dans le domaine de la linguistique dit que pour réussir dans le monde, mes enfants doivent apprendre d'abord d'autres langues et laisser tomber la nôtre. Vous voyez cela souvent quand les gens font l'immigration vers les pays de l'Occident, mais même à N'Djamena, on peut voir parfois les gens qui focalisent leurs efforts à enseigner les langues dites globales aux enfants. Et parfois, ils négligent même l'apprentissage de votre langue maternelle parce que on a parfois cette idée que un enfant peut maîtriser une seule langue ou deux seules langues bien. Donc, on veut s'investir dans les langues globales qui vont enrichir un enfant. C'est l'idée de certains. Il y a le nationalisme. Maintenant, nous sommes dans un moment au Tchad où les gens disent parfois que les langues du Tchad nous divisent. Et les gens disent que nous devrions construire une identité nationale sans l'ethnicisme. Et parfois, j'ai cette idée que les gens n'ont pas vraiment une idée claire de la position des langues nationales, des langues comme le Beria, dans cette vision d'une nouvelle Tchad. Et cela ouvre la porte à une idée que nous devrions nous focaliser soit sur l'arabe ou soit sur, bon, en tout cas, une langue qui peut nous réunir, nous unir en tant que nation. Et j'encourage ça, bien sûr, d'un côté, c'est bon que le Tchad se sent uni, mais en même temps, je crois qu'on peut avoir tous les deux. Mais en tout cas, je parle des menaces aux langues du Tchad. Et voilà, globalisme, nationalisme et puis l'urbanisme. C'est-à-dire que mes voisins ou mes camarades de classe, quand on est jeune, ou peut-être ma femme arabe claire, comme ça, elle ne parle pas le Beria. Et puis, cela veut dire que de jour à jour, dans les cours où on joue en tant que camarade de classe, on emploie d'autres langues et on a souvent on connaît tous des jeunes qui grandissent à N'Djamena et bien sûr même plus dans les autres pays du monde, aux États-Unis ici ou d'autre part, où les jeunes n'apprennent pas leur langue maternelle parce que on est entouré des gens des autres ethnies ou des langues globales. Et je veux parler pas seulement des pressions qui poussent à réduire le domaine du Beria, mais aussi des possibilités qui sont un peu plus menaçantes. Je parle de ce qui se passe au Soudan. Moi, je suis allé au Darfour en 2000 et la langue était couramment parlée par tout le monde. Bon, le Tchad et le Soudan sont bien sûr très différents et je ne dis, bon, je ne compare pas bon, c'est-à-dire les comparaisons only go so far. En tout cas, il y a des limites à ces possibilités, à ces comparaisons. Mais au Soudan, dans l'espace d'une seule génération, on est arrivé à un stade où les jeunes de moins de mon âge, de moins de 40 ans, à Khartoum, souvent ne parlent même pas leur langue maternelle.
si vous réunissez, si vous avez une réunion des cadres de la communauté des Sahraouis au Soudan, souvent les gens se parlent en arabe. Ils ne se parlent pas en beria. Et ça se voit après juste une génération après le génocide et le déplacement des gens a commencé. Ça a interrompu l'apprentissage de la langue d'une génération à la prochaine. Et bon, au Tchad, ce n'est pas comme ça. Il y a même un peu de buzz autour de cette idée de parler la langue beria. Les jeunes veulent parler la langue, ils veulent apprendre la langue parce qu'ils savent que le pouvoir reste dans la main des Beris et, et que si on parle la langue, ça va aider avec la possibilité d'être proche au grand cadre de la communauté. Donc, ça c'est très fort et on remercie Dieu pour cela. Euh, mais je dis seulement que, bon, de mon côté, je me considère comme un de vos frères et si, bon, si les choses continuent comme maintenant avec où les Berry sont une force très... vous levez la main? Je vois OK. En tout cas, euh, je me considère comme un de vos frères et si le pouvoir reste dans votre coin du pays, bon, comme moi je suis votre frère, c'est une bonne chose pour moi aussi. Donc, je ne veux pas contempler d'autres possibilités, mais juste pour dire que ça ne prend pas beaucoup de choses pour changer la situation de la langue. Si vous regardez les autres langues autour de vous, vous allez voir qu'il n'y a pas cette idée de buzz pour apprendre la langue. Beaucoup des langues au Tchad se perdent très vite en faveur de l'arabe, en faveur du français. Si vous avez des amis peut-être wadaïens, il y a peu qui parlent leur langue maba. Et ça c'était une langue très puissante il y a quelques générations dans l'ère de l'empire de Wadaï. Donc, je vous dis seulement que le pouvoir politique peut changer de génération en génération et on ne sait jamais dans les générations à venir ce qui va se passer. Si ça passe dans le pire des cas, qu'est-ce que vous avez comme référentiel pour votre langue? Vous n'avez pas de dictionnaire, il n'y a pas une version écrite, sauf ce que nous faisons ici avec Briar Gadbarari. Donc, il y a, et les autres comme ça, il n'y a pas vraiment cette idée d'alphabétisation dans votre langue. Il n'y a pas beaucoup de livres qui sont écrits dans votre langue. Il n'y a pas cette idée d'apprendre la langue écrite à la génération émergente. Donc, qu'est-ce que vous avez bon, si les choses changent, il faut que nous développions la langue beria pour l'avenir. Je voulais juste dire que les linguistes disent que plus de 50% des 7000 langues du monde disparaîtront avant l'an 2100. Ça, c'est d'ici 3, 4 générations. Donc, ma question envers vous, c'est que pouvez-vous faire pour assurer que le Beria n'est pas parmi elles, n'est pas parmi celles qui disparaîtront? Donc, ça c'est une décision en communauté, mais ça tombe aussi aux individus de faire quoi que ce soit pour continuer le vigueur de parler, de garder, de préserver, de développer davantage la langue beria pour l'avenir. Donc, voilà. Je veux passer aux enjeux d'écrire la langue. Ici, il faut m'excuser, je n'ai pas
beaucoup de slides, je ne sais même pas le mot en français. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, mais je vais commencer et puis je vais l'ouvrir à des questions de votre part. J'ai quelques petits mots à dire. Il y a deux choses. Il y a les non-problèmes qui ont l'air d'être des problèmes. Il y a des problèmes qui ont l'air d'être des non-problèmes. Je vais parler d'abord des non-problèmes qui ont l'air d'être des problèmes. Et ça, c'est le manque d'un clavier et puis deuxièmement, le manque de financement. Mais le manque d'un clavier, j'entends souvent parler de cela. Ah, nous avons nos RFA, mais on a rien comme clavier. Je ne peux pas écrire sur WhatsApp, je ne peux pas écrire sur Telegram, je ne peux pas écrire sur quoi que ce soit, Facebook, etc. Ça, c'est déjà en voie de se faire. Votre ami ici, votre frère Mohamed Ahmad et moi et certains autres gens, un groupe d'une dizaine de gens, nous venons de soumettre un document à l'Unicode. L'Unicode, c'est comme un comité parmi toutes les grandes sociétés technologiques pour, pour représenter les différentes écritures du monde d'une manière standardisée. Et ils s'en chargent des alphabets du monde entier. Et on a présenté, on a soumis un document pour documenter l'utilisation de LFEC comme c'est utilisé maintenant et pour demander à Unicode d'inclure nos RFA, RFA dans bon, pour inclure cela dans le standard Unicode 17 qui arrive en 2025. Donc, je vous dis cela, bon, peut-être parmi vous, vous avez certains qui font des études et vous savez que d'ici 2-3 ans, vous aurez votre diplôme, non? Bon, Inch'Allah, on peut dire. Bon, avec cela, avec cette écriture sur les claviers, je vous dis que c'est aussi sûr qu'un diplôme, comme ça, hein? C'est-à-dire, si vous regardez à l'avenir de vos études et vous savez que d'ici 2-3 ans, j'aurai mon diplôme, moi, je vous assure que d'ici 2-3 ans, vous aurez aussi un clavier. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose à vraiment vous inquiéter dessus ou vous penser dessus. Ça va venir. Donc, la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour être prêts pour cet avenir parce que nous voulons commencer à l'utiliser. Nous ne voulons pas perdre 2-3 ans d'utilisation de votre langue écrite. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas 100%, nous ne sommes pas à 100%, mais je vous assure que le premier comité a contemplé notre document, a déjà donné et ils ont déjà approuvé ce que nous avons soumis. Il y a d'autres comités qui vont refaire et reprendre ce sujet pour donner leur approuve. On n'est pas encore à la fin de tout cela, mais c'est assez sûr que nous allons réussir avec cela et bientôt vous aurez votre clavier. Manque de financement, je ne veux même pas parler beaucoup dessus. Vous savez que souvent, si je suis là et je pense à développer la langue, on peut dire que je n'ai pas les finances pour faire quoi que ce soit en tant qu'association, mais là, il n'y a pas vraiment un problème parmi les pays, je crois. Donc, je vais continuer avec les problèmes qui ont l'air d'être des non-problèmes. Donc, on a parlé des non-problèmes qui ont l'air d'être des problèmes comme manque de clavier.
Et maintenant, il y a les problèmes qui ont l'air d'être des non-problèmes. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? La France-Afrique et la colonisation linguistique. Je dis cela comme un peu de, je ne sais pas comment dire, mais pour vous provoquer un peu, parce que je vois les gens utilisent le Beria sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et on emploie une version orthographique qui est basée sur le... Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardonne-moi. On emploie souvent une orthographe, en anglais on dit ad hoc. Ah, est-ce que notre temps de réunion, ça mène vers la fin? Ça dit que nous avons 9 minutes qui restent. En tout cas, je vais vous laisser gérer cela, Mahamat. En tout cas, euh, et ça me gêne un peu. Bon, vous savez que la structure, ça va de pair avec la prochaine chose que je dis, c'est le problème de manque de compréhension de la structure de votre langue. Vous parlez votre langue parfaitement, mais souvent, le fait de parler une langue, ce n'est pas automatique qu'on puisse écrire la langue bien. J'ai parlé avec des gens qui sont extrêmement bien éduqués, des traducteurs bien formés en plusieurs langues, des gens qui ont fait former dans leur master avec des cours en linguistique même, qui, quand ça vient au fait de d'écrire leur propre langue, le Beria, il y a une sensibilisation qui est nécessaire. Ça prend du temps. Ce n'est pas automatique. Et je ne dis pas ça comme critique, c'est juste un défi. Ça prend du temps pour pouvoir bien comprendre sa propre langue. Et souvent, surtout si on est formé pendant 12 ans, pendant 16 ans, 20 ans dans une autre langue globale, cette langue d'éducation formelle forme notre cerveau et nous cache la beauté de notre propre langue. Donc, je vous encourage que ça, c'est un vrai défi. Ça prend du temps parce que votre langue est très dirait-on, je veux dire compliqué, mais pas d'une mauvaise manière. Je parle souvent de la complexité de votre langue. C'est plutôt comme la beauté d'une mosquée au Maroc. Vous voyez les dessins là, c'est très beau et c'est aussi très compliqué. Je dis la même chose de votre langue. C'est une langue extrêmement nuancée et il faut bien étudier la structure de votre langue pour pouvoir bien comprendre. Et Mohamed et moi, on a eu de bonnes conversations à ce sujet. Je crois qu'il peut valider ce que je dis parce que ça prend du temps. Et ça, c'est une difficulté. Et je voudrais revenir dessus si on a le temps. Je vois 6 minutes qui restent, mais bon, je vais revenir sur cette question de la structure de votre langue parce que je veux Dans explorer. 6 minutes, ça va finir. Donc, j'ai lancé le lien de deuxième partie là, en bas. OK. Ah, merci. OK. Donc, c'est dans le chat ou bien c'est... Ah, ah, chat. OK, attends. Ah, voilà. Merci. OK. Donc, quand ça mène vers la fin, on clique dessus pour deuxième partie. C'est bien. OK, excellent. En fait, c'est parfait parce que je vais compléter cette présentation PowerPoint et puis il y aura d'autres choses à faire dans la deuxième portion. Donc, parmi bon, il y a manque de volonté, manque de vision, découragement. Je vois que les gens n'ont pas une vision souvent de ce qu'on peut faire avec la langue. Nos frères au pays, les Goran,
Ils ont un concours, peut-être que vous avez entendu parler de concours Toubou. Ils ont et c'est un concours d'écrire la langue. Ils ont même un prix en argent pour les jeunes qui vont s'encadrer dans l'apprentissage de comment écrire leur langue bien. Euh, et et ça se passe chaque année. Ils ont fait d'abord dans le Dazaga, dans le Toubou, c'est-à-dire Tadaga, ils ont ajouté le Dazaga, maintenant ils ont ajouté le Kanambu. Nous aussi, on pourrait faire, mais il faut seulement former des formateurs, il faut former des gens qui peuvent faire ça. Nous pouvons faire tout un dictionnaire, un atelier de dictionnaire de 2 ou 3 semaines dans les villages. On peut faire cela pour bien élaborer un dictionnaire digne de votre langue, de 15 000 mots comme ça. On peut faire ça, mais il faut seulement avoir la volonté euh, pour, pour faire cela. Et je voudrais voir même des livres, je voudrais voir le préscolaire. Les grands font même maintenant, ils ont des écoles pilotes de CP1, CP2 qui se font uniquement dans le Dazaga, dans le Goran. Nous aussi, on pourrait faire. Il faut juste avoir la vision et la volonté. Il faut s'organiser pour faire de tels efforts, pour écrire des livres, pour former des formateurs, pour former des animateurs, pour préparer l'alphabétisation en langue maternelle. C'est possible, mais il faut vouloir plus que plus de pouvoir écrire des commentaires en Facebook en quasi français, quasi beria. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On peut changer à l'autre réunion, oui, ou bien? Parce que ça finit. Bon, en fait, la dernière, c'est pour des questions. Mais je voudrais revenir sur la question de la structure de votre langue parce que je crois que ça pourrait être bien intéressant et aussi ça pourrait bon, en tout cas, je crois que ça va être amusant. On peut s'avancer dessus dans l'autre réunion. Ça va? Ok, ça va. Euh, il nous reste 2 minutes, mais venons sur l'autre. Il y a quelqu'un qui accepte d'abord. Ok, chacun clique sur le lien dans l'autre, dans le Messenger, dans la partie message, quoi. Om yana ke même message, il y a un autre lien avec ko kidan na ko ko